Alyssa Moore se tenait à la fenêtre de sa petite maison de ville à Baltimore, dans le Maryland, regardant les premiers flocons de neige de l'hiver tomber dans la rue. Elle serrait son cardigan autour de son corps et serrait une tasse de thé tiède. Son mari, Terence, était hospitalisé depuis des mois pour une maladie auto-immune rare. Les médecins avaient prévenu que le traitement serait coûteux, mais Alyssa n'a pas hésité une seconde. Elle a vidé ses économies, utilisé 2 cartes de crédit au maximum et emprunté de l'argent à des amis et à son église pour payer la facture de 60 000 $. Elle a même supplié le service de facturation de la laisser payer en plusieurs fois. Son amour dépassait la logique. Et pourtant, Terence ne lui a jamais dit merci. Il s'est contenté de gémir et de parcourir son téléphone, agissant comme si la survie était son droit de naissance et le sacrifice d'Alyssa une obligation. 2 mois après sa sortie, Terence prétendit avoir besoin de temps pour se changer les idées et resta chez son cousin, de l'autre côté de la ville. Il appelait moins, et lorsqu'il le faisait, son ton était plus froid, plus distant. Alyssa tenta de s'excuser. La convalescence fut difficile, mentalement et physiquement. Elle lui laissa de l'espace. Elle se concentra sur des heures supplémentaires à la garderie locale où elle travaillait, désespérée de reconstruire leur vie d'autrefois. Mais un dimanche après-midi, son ami Micha lui envoya un SMS avec une photo floue qui lui fit craquer les genoux. On y voyait Terence, en pleine forme, riant, embrassant une autre femme devant un appartement à Washington. L'horodatage datait de la veille. Alyssa laissa tomber son téléphone et s'effondra au sol, un cri profond et silencieux lui montant à la poitrine. La femme s'appelait Carmen, et Alyssa se souvenait bien d'elle. Carmen avait travaillé avec Terence à l'hôpital avant d'être renvoyée dans des circonstances suspectes. Alyssa avait toujours senti quelque chose d'étrange dans le regard de Carmen sur Terence pendant leur repas, trop chaleureux, trop familier. Mais elle ignora tout. La trahison était désormais totale. Son cœur souffrait non seulement des mensonges de Terence, mais aussi de la façon dont elle avait volontairement souffert pour lui. Elle l'avait choisi à maintes reprises, et il l'avait rejeté comme une dette à payer. Alyssa ne cria pas. Elle ne le confronta pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se tut. Elle régla la dernière facture d'hôpital en ligne et fixa longuement l'écran de confirmation. Puis elle prépara un carton contenant les vêtements restants de Terence et les déposa sur le porche. Elle lui envoya 3 messages, ne répond pas. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une lucidité qui lui brûlait la poitrine. Elle avait 35 ans, elle était ruinée et émotionnellement anéantie, mais toujours en vie. Toujours debout. Et pour la première fois depuis des années, elle décida de vivre pour elle-même. Le silence dans sa maison s'amplifia, mais son sens de l'orientation aussi. Alyssa se souvenait avoir rêvé de travailler à la direction d'un hôpital. Elle avait toujours été fascinée par le fonctionnement des systèmes médicaux en coulisses. À l'époque, Terence avait ri de son rêve. C'est pour les gens qui ont des relations, avait-il dit. Pas pour nous. Mais maintenant, n'ayant plus rien à perdre, Alyssa a sorti son ordinateur portable et a commencé à chercher des formations en ligne en administration des soins de santé. Ce soir-là, elle remplit 2 demandes d'inscription, les joues ruisselantes de larmes. Non pas de chagrin, mais d'une petite lueur naissante de confiance en elle. Au printemps, Alyssa s'était inscrite dans une université en ligne réputée. Le travail était intense. Elle jonglait entre les devoirs scolaires et les doubles gardes à la garderie. Elle étudiait parfois jusqu'à 2 heures du matin, se réveillant groggy mais déterminée. Elle a vendu son alliance pour payer ses manuels scolaires. Son église a organisé une collecte de fonds pour financer ses frais de scolarité après qu'elle se soit confiée à son pasteur. Petit à petit, Alyssa a construit quelque chose de nouveau. Son visage commença à rayonner d'une confiance sereine. Et même si la douleur de la trahison persistait, elle ne la consumait plus. Elle ne guérissait pas pour Terence. Elle se soignait elle-même. 2 ans passèrent, puis 3. Alyssa obtint son diplôme avec mention et décrocha un poste d'assistante administrative à l'hôpital Mercy Hills, dans le centre-ville de Baltimore, l'hôpital même où Terence avait été soigné. L'ironie du sort ne lui échappait pas, mais elle a gardé la tête froide et travaillé dur. Elle a appris les rouages, noué des relations avec les chefs de service et s'est portée volontaire pour des projets supplémentaires. Ses supérieurs ont rapidement remarqué son dynamisme et ses qualités de leader. En moins de 18 mois, elle fut promue directrice adjointe des services aux patients. Entre-temps, des rumeurs concernant Terence lui parvenaient par l'intermédiaire de vieux amis communs. Après que Carmen soit tombée enceinte,
elle a fait pression sur Terence pour qu'il quitte son emploi et déménage avec elle à Atlanta. Mais leur relation s'est rapidement détériorée. Carmen l'a quitté pour un assistant médical rencontré lors d'une conférence. Terence, désormais au chômage et aux prises avec une récidive de sa maladie, est retourné dans le Maryland. Alyssa ne sourit pas à la nouvelle, mais elle ne pleura pas non plus. Carmen, pensa-t-elle, n'avait pas besoin d'annonce. Elle arrivait simplement quand elle était prête. Dans son nouveau rôle, Alyssa rencontrait souvent des patients qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner. Elle connaissait parfaitement leurs souffrances. Elle a milité pour des changements de politique, mis en place des programmes de subvention et lancé un système d'aide financière qui a fait la une de la presse locale. Les patients la considéraient comme une héroïne. Le personnel la surnommait « le cœur de Mercy Hills ». Un après-midi, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'hôpital, le PDG a regardé autour de la table et a déclaré « Il est temps que nous ayons quelqu'un comme vous à la tête de l'hôpital ». Un mois plus tard, elle recevait l'offre officielle de devenir directrice de l'hôpital Mercy Hills. Le matin de son arrivée dans son nouveau bureau, Alyssa portait un tailleur bleu marine ajusté et une broche en perles ayant appartenu à sa grand-mère. Elle se tenait près de la fenêtre de son bureau, contemplant la ville qui autrefois l'avait engloutie dans son chagrin. Son assistante apportait un bouquet du tableau et une carte signée par tout le personnel. Alyssa caressait du doigt les lettres en relief de sa nouvelle plaque de bureau. La réalisatrice Alyssa Moore. Son cœur palpitait, non pas de nervosité, mais de gratitude. Elle avait mérité chaque centimètre carré de cet espace. Plus tard dans la semaine, alors qu'elle examinait les dossiers RH, elle remarqua un nom familier sur une candidature pour un poste de concierge, Terence Moore. Son souffle s'arrêta un instant. Elle a cliqué sur le fichier. La photo jointe était récente. Ses yeux étaient creux et il avait maigri. Dans ses précédents emplois, il a mentionné 2 emplois de courte durée et plusieurs mois de chômage. Aucune mention de Carmen. Aucune mention du passé. Alyssa a fermé le dossier et s'est assise. Elle aurait pu le signaler comme refusé. Au lieu de cela, elle n'a rien dit. Laissons la vie décider. 2 semaines plus tard, Terence se présenta à Mercy Hills pour son entretien. Il ne vit pas Alyssa, mais Alyssa l'aperçut depuis un couloir vitré au-dessus du hall. Il paraissait plus petit, plus vieux. Ses vêtements lui tombaient sur la silhouette. Il n'arrêtait pas de tousser dans son coude. Elle l'observait en silence remplir des papiers, le regard nerveux. La femme à côté d'elle, une jeune stagiaire, dit « Il a l'air si fatigué ». Alyssa hocha lentement la tête et répondit « La vie est une façon de nous rattraper ». Terence obtint le poste. Il travaillait de nuit, lustrant les sols et réapprovisionnant les placards. Chaque matin, vers 7 heures, en arrivant, Alyssa le croisait dans le couloir. Il la regarda, stupéfait, presque comme s'il voyait un fantôme. Mais Alyssa ne s'arrêta pas. Elle passa simplement devant moi, talons claquants, la posture droite, la tête haute. C'était la conclusion. Sans un mot. Pas de discours. Juste le pouvoir en silence. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait un but. Terence lui a finalement envoyé un message via les RH. Une seule phrase. Je suis désolé pour tout. Alyssa n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Les excuses ne pouvaient pas annuler ses choix. Elle ne pouvait pas rembourser les années volées ni vider ses économies. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle était devenue. Forte, sage et libre. Elle ne cherchait plus la validation. Elle créait un impact. Et à chaque nouveau projet lancé, Alyssa transformait sa souffrance en progrès. Un jour, elle a organisé une conférence sur le leadership à l'échelle de l'hôpital. Elle a raconté son histoire. Pas la partie sur Terence, mais la partie sur la lutte, le sacrifice et la remontée du fond. Les infirmières ont pleuré. Les administrateurs ont applaudi. Elle a conclu avec un message simple, « Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous construisez après ». Ces mots ont résonné dans l'auditorium et ont ensuite été relayés par des milliers de personnes en ligne. Son histoire est devenue un symbole de ce qui est possible. Cette année-là, Alyssa a été présentée dans un magazine national comme l'une des 100 leaders de la santé les plus inspirants des États-Unis. La photo la montrait debout devant l'hôpital, les bras croisés, les yeux brillants. L'article parlait de réformes politiques, de guérison communautaire et d'une femme qui s'était reconstruite après une trahison.
Des inconnus l'ont contacté en ligne, la remerciant d'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Malgré tous ses succès, Alyssa gardait les pieds sur terre. Elle fréquentait toujours la même église, faisait du bénévolat au refuge local et encadrait toujours des jeunes femmes qui ne savaient pas par où commencer. Sa force ne résidait pas dans les titres. C'était la constance, la compassion et le courage de tout recommencer. Des années plus tard, elle croisa à nouveau Terence. Il passait la serpillière près de l'entrée. Il marqua une pause, lui adressa un léger signe de tête, et elle lui rendit son hochement de tête. Ni colère, ni amertume. Juste deux personnes qui partageaient une histoire, et qui vivent désormais des avenirs très différents. Ce soir-là, elle a dit à sa meilleure amie au dîner, « Tu sais ce qui est fou ? Je ne le déteste pas. Je ne ressens simplement plus rien. » Pour elle, c'était la véritable liberté. Lorsque Merci Hills a annoncé sa toute première bourse destinée aux femmes célibataires reprenant leurs études, elle l'a baptisée en son honneur, le Fonds de résilience Alyssa Moore. Des dizaines de femmes ont postulé. Lors de la cérémonie, Alyssa observa le public, voyant des traces de son passé sur chaque visage. Elle sourit, retenant ses larmes, et murmura, « Ce n'est que le début. » Alyssa ne s'attendait pas à ce que la vie se déroule ainsi. Elle pensait que l'amour impliquait un sacrifice. Que guérir impliquait de renoncer à soi-même. Mais maintenant, elle savait que ce n'était pas le cas. L'amour n'était pas un effacement de soi. Guérir n'était pas un don. C'était une construction. Le lendemain matin, le soleil perçait à flots à travers les fenêtres et elle entra dans son bureau, le cœur rempli. Son passé avait tenté de l'enterrer. Au lieu de cela, il l'avait planté. Et maintenant, elle a fleuri.